Vous écoutez « Et si on se déplaçait autrement ?» Un balado consacré aux nouvelles mobilités présenté par l'Autorité régionale de transport métropolitain, l'ARTM. Au cours des 4 épisodes de cette série, on va explorer en compagnie de spécialistes passionnés les enjeux entourant la mobilité de demain. On vous propose d'embarquer avec nous dans un voyage fascinant à travers des modèles internationaux inspirants et des projets locaux qui s'inscrivent dans le grand chantier de mobilité intégrée qui réinvente la façon dont on se déplace. Premier arrêt, le rôle de l'ARTM dans le grand projet de mobilité intégrée et l'état des lieux, autant ici qu'à l'international. Je m'appelle Stéphane Bellavance, je suis animateur, comédien et fier résident de la Couronne Nord de Montréal, ce qui fait de moi un banlieusard et non, je n'ai pas honte. J'ai un humour impeccable, une écoute extraordinaire, il m'arrive de faire du bénévolat, je cuisine en respectant la nature tous les jours, je sais chanter, je joue de la guitare, je suis jamais en retard, puis en plus, je suis toujours disponible, mais bon, oui, j'ai un très rare défaut, ma mobilité, qui est peut-être pas aussi durable qu'elle devrait l'être. Comme il s'agit de l'un de mes très rares défauts, je vais essayer de le corriger. Alors oui, je suis un utilisateur de l'automobile. Je prends les transports en commun presque jamais, même que je vais enlever le presque. Je les prends jamais. En même temps, ma contribution, c'est que ma voiture, c'est une 2008 que j'ai achetée usagée en 2009 et qui a atteint, attendez que je regarde à ce moment-ci, 311 484 km. Mais j'habite la banlieue, j'ai 2 enfants, j'ai un chien, je dois déplacer tout ce monde-là régulièrement. Hey, ça ressemble à un banlieusard qui se cherche des excuses, hein? Pas mal ça, je dirais. Comme là, si je voulais prendre un transport collectif, je sortirais ici, la sortie que je viens juste de dépasser, puis j'irais me stationner dans le stationnement incitatif, je prendrais le métro à Radisson. Mais on le constate tous en même temps. Là, j'ai pas arrêté, je continue. Je reste dans le confort de ma voiture. Bon ben, première entrevue du premier épisode, je suis en retard, c'est super, mais j'ai une bonne excuse. J'ai pas utilisé les transports collectifs. Là, on peut plus juste parler de mobilité durable. Il y a comme une petite révolution autour du concept et on parle maintenant d'un service de mobilité intégrée. Et je vais en parler avec Benoît Gendron, qui est le directeur général de l'ARTM. Et je vais commencer en lui demandant tout simplement, c'est quoi ça, l'ARTM? C'est l'Autorité régionale des transports métropolitains. En fait, notre mission, c'est de planifier, d'organiser, de financer et de promouvoir l'ensemble des transports collectifs de la grande région métropolitaine. Ça inclut évidemment le métro, le train, les autobus, le transport adapté, évidemment, et éventuellement le REM. Pour votre information, quand on dit grande région métropolitaine, on parle de la communauté métropolitaine de Montréal qui regroupe 83 municipalités. De Baie-d'Urfé à Westmount en passant par Mirabel et Boucherville, la CMM couvre un territoire de près de 4500 km² où habitent à peu près 50 % de la population du Québec. Et c'est pour ces quelques 4 millions d'habitants que l'ARTM travaille. Mobilité intégrée, c'est une expression qui va faire de plus en plus partie de notre vocabulaire, de notre environnement. Qu'est-ce que c'est exactement pour être sûr qu'on sache de quoi on parle? En fait, la mobilité intégrée, c'est de greffer d'autres partenaires. On a les partenaires du transport collectif, donc l'autobus, le métro, le train, transport adapté évidemment, et on va greffer à ça d'autres partenaires, comme Bixi, donc les vélos en libre-service. On va greffer également Communauto. On peut greffer des voitures de taxi. Donc, c'est de voir l'ensemble des partenaires et des nouveaux partenaires émergents qu'il peut y avoir dans le futur. À titre d'exemple, tout ce qui va être l'autopartage. Donc, c'est des choses comme ça qui sont regardées. C'est d'offrir sur une même et unique plateforme aux citoyens le choix de l'ensemble de ces modes de mobilité-là. Et là, je vous écoute parler, mais vous semblez avoir carte blanche et vous faites votre projet, mais il y a quand même un gouvernement. Il y a quand même quelqu'un qui prend t'aider. Et c'est quoi votre relation avec le gouvernement? Comment ça fonctionne? En fait, on a reçu du gouvernement un mandat de rendre disponible pour l'ensemble du Québec l'application de façon modulable.
Donc, exemple, une municipalité qui voudrait avoir que le volet transport collectif pourrait prendre que le volet transport collectif. Donc, ça va être modulable et réplicable là, pour l'ensemble du territoire. Quand on parle mobilité, ça semble être un sujet immensément complexe. En fait, on veut de plus en plus, moi dans mon jargon, j'appelle ça dépoussiérer la mobilité. Le transport collectif est une industrie qu'il faut rajeunir puis moderniser auprès de l'attractivité pour les jeunes. On veut maintenant ouvrir le concept de mobilité qu'on appelle la mobilité intégrée à d'autres modes de transport, pas juste le transport collectif. Parce que quand on parle de transport en commun, l'image qu'on a, c'est que je prends l'autobus au coin de chez nous et qui m'amène au travail. Mais la mobilité intégrée, c'est plus complexe que ça, c'est plus large que ça. En fait, effectivement, c'est de partir de votre domicile. Le point A va devenir votre domicile et non pas l'arrêt d'autobus. Et le point B, votre destination et non pas le métro, exemple la station de métro. Donc, on va s'assurer du déplacement du début jusqu'à la fin. Et idéalement, j'aurais payé une seule fois, peut-être avec mon téléphone ou autre chose. Exactement. Maintenant, on va mettre justement sur cette même plateforme-là à la fois le déplacement, mais également la tarification qui est associée. Et cette idée de mobilité intégrée, est-ce que ça exclut totalement la voiture? Ça n'exclut pas la voiture. À titre d'exemple, vous pouvez vous rendre à une gare de train, stationner votre véhicule, puis utiliser le train. Donc, on va combiner l'ensemble des modes. Je vois ça immense comme chantier pour arriver à ce que ça soit fonctionnel et facile. Où est-ce qu'on en est? C'est en développement présentement à travers le monde. Là. C'est une tendance mondiale là, de faire en sorte là, qu'on développe ce qu'on appelle une mobilité intégrée. Le terme anglais, c'est MaaS. Petit lexique de la mobilité intégrée. Non, mais c'est vrai, des fois, les intervenants qui sont là devant moi utilisent des termes, du jargon de leur métier, puis on ne comprend pas tout le temps. Je serai là pour vous expliquer ces mots compliqués. C'est sûr et certain que si vous vous intéressez à la mobilité, eh bien, vous entendrez ce terme MaaS. Et ça n'a rien à voir avec le poids de quelque chose, c'est plutôt une abréviation, M-A-A-S, et qui se décline ainsi: Mobility as a Service. La mobilité comme un service. La mobilité intégrée, c'est exactement ça. Ce que ça veut dire, bien, c'est quand une société, une communauté décide de rendre service à sa population en mettant ensemble plusieurs moyens de transport pour que les citoyens puissent se déplacer du point A au point B, peut-être en utilisant plusieurs modes différents de transport, mais en payant qu'une seule fois via peut-être une application, un guichet ou un ordinateur. Voilà, la mobilité comme un service. Cette mobilité-là, tout le monde développe ça. Donc, on est présentement en appel de qualification pour justement là, qualifier des fournisseurs potentiels à nous servir là, la plateforme en tant que telle. Et on va greffer les différents joueurs de mobilité au fur et à mesure. Là. Est-ce qu'il y a des objectifs par rapport à la congestion routière? Et ma question, elle est vraiment pertinente aujourd'hui, parce que m'en venir ici discuter avec vous aujourd'hui, c'était un enfer sur 4 roues, parce que je suis venu avec ma voiture, et la congestion était immense. En fait, ce qu'on vise, le plan stratégique de développement de l'Autorité régionale des transports métropolitains vise à l'horizon 2050 que plus de 50% des déplacements soient faits en mode collectif ou actif, ce qui va réduire de façon importante justement la présence des automobiles sur le terrain. Et quand on dit 50% des transports, on parle de la grande région métropolitaine? On parle de la grande région métropolitaine. Ici, on parle en termes de part modale. Ça veut dire que l'environnement du transport collectif transporterait 50% de la population. À l'heure actuelle, juste vous donner un point de repère, on est à peu près à 25% de part modale sur l'utilisation des transports collectifs. Donc, c'est un chemin important qu'on a à faire. C'est un défi important, mais on n'a pas le choix comme société d'adresser ce défi-là pour le bien-être des futures générations. Mais c'est quoi exactement les enjeux spécifiques au Québec? Comment faire un beau projet de transport collectif, de mobilité intégrée chez nous, avec les villes qu'on a, avec les installations qu'on a? Parce qu'on ne peut pas tout démolir puis recommencer. Il faut faire avec les infrastructures qu'on a déjà en place. Il faut les améliorer. Comment on fait pour que ça soit plus intégré, plus attractif, plus fluide? Marie-Hélène Cloutier, c'est un plaisir de vous rencontrer. Même chose, Stéphane, enchanté. Je rencontre ici une dame qui a été lauréate au Mercuriade 2019, femme d'exception, et top 100 des femmes leaders du Québec, selon le magazine Entreprendre. J'aime ça commencer avec des compliments. Ben mon Dieu, c'est gentil, merci. Marie-Hélène Cloutier est directrice exécutive, engagement client, partenaire et innovation en mobilité chez Exo.
Exo a été créé en fait en 2017 pour vraiment desservir et rassembler tous les contrats de transport dans les municipalités sur les couronnes nord et sud. C'est un large territoire et des municipalités qui sont différentes, qui ont des besoins différents. Et c'est dans cet esprit-là vraiment que toutes nos équipes chez Exo s'animent tous les jours pour s'assurer vraiment qu'on dessert les gens qui, jusqu'avant la pandémie, avaient la majorité du temps l'envie de venir vers Montréal. Et là, une toute autre chose. Ça change, hein? Oui, ça change. Il y a déjà un système de transport en commun vraiment élaboré, mais on veut le rendre encore plus accessible, plus facile. Le projet est sur la table. On travaille là-dessus. J'ai bien aimé votre expression. On tient le crayon de ce qui est en train de changer en ce moment. Est-ce que c'est possible d'imaginer que ça va vraiment se passer? Est-ce qu'on peut vraiment passer de la théorie à la pratique? Bien, il faut. On a une chance unique. Moi, je dis souvent à mes équipes qu'il n'y a pas un meilleur moment pour travailler en mobilité, même si j'avais déjà beaucoup de plaisir il y a déjà presque 10 ans. Aujourd'hui, les choses changent, non seulement de par l'arrivée de grands projets structurants, mais aussi au sorti d'une pandémie où les gens ont vraiment changé. C'est pas sans défi, hein. Il y a beaucoup de défis spécifiques vraiment autour de la région de Montréal qu'on doit adresser, mais c'est le moment ou jamais. Quels sont ces défis dans la grande région de Montréal? Premièrement, c'est le financement. Comme je disais, on ne manque pas d'idées. Et même si on pense qu'à travers la pandémie, les besoins ont baissé, ils n'ont pas baissé, ils ont changé. Donc, le besoin du financement est tout aussi important. Alors, un autre défi, c'est les banlieues. Puis la majorité des couronnes, vraiment, sont basées sur des gens qui ont des autos. Puis surtout, ils comparent le temps de trajet en auto avec le temps de trajet du transport en commun. On a souvent l'axe région vers Montréal. Mais qu'en est-il de couronne vers couronne, de région vers région? Chaque banlieue, même si elles sont différentes, la vision de la mobilité qu'on doit avoir d'une banlieue à l'autre doit être intégrée. Et ça, ça passe vraiment par plusieurs modes de transport, mais aussi une vision du client pour un service, ce que j'aime dire, intermodal. Habituellement, on met un focus plutôt sur le multimode, donc le nombre de modes qui est disponible pour transporter un usager. Mais lorsqu'on parle d'intermodalité, c'est comment est-ce qu'on peut, de façon simple, faire et faciliter, en fait, le transfert d'un mode à l'autre, donc souvent même d'une couronne à l'autre, pour que le client sente que c'est simple de le faire. Et tout ça vient vraiment se concrétiser par une bonne compréhension de nos usagers. Parce que ceux qui prennent déjà le transport en commun, j'ai l'impression qu'eux vont voir l'offre bonifiée puis ils vont être bien heureux de ça. Mais ceux qui ne l'utilisent pas, le transport en commun, moi, j'ai pas pu prendre le transport en commun pour m'en venir ici. J'habite la couronne nord de Montréal. Le défi, il est là de dire, lâche ton auto. Bien, c'est un troisième défi qu'on peut aborder, c'est le territoire. Les couronnes sont très vastes, hein? On a d'ailleurs un projet pilote de transport à la demande dans la zone Belleuil-McMasterville. C'est un projet tellement innovant, mais c'est surtout un projet qui nous a permis d'aller chercher une nouvelle clientèle. L'agilité avec le transport à la demande qu'on peut offrir aux gens, c'est vraiment une desserte et un territoire qui est plus vaste. Des arrêts, au lieu de suivre tout l'arrêt du véhicule, imagine le nombre de kilométrages qu'on fait pour rien des fois. Oui. Pour ramasser personne. Tandis qu'en transport à la demande, on va chercher les gens où ils sont à plusieurs points virtuels, éventuellement même dans des endroits où il n'y avait pas de ligne. Donc là où on a testé le transport à la demande à Belleuil, il n'y avait pas de service pratiquement dans l'endroit où on allait tester le transport à la demande. Il y avait un service très orienté dans les heures de pointe du matin, du soir, très peu dans la journée, très peu en fin de journée et très peu de possibilités locales de se déplacer. Absolument. Donc, ça a donné beaucoup de flexibilité et on est allé chercher 39 % de nouvelles personnes. Et c'était ma question. Est-ce que vous avez réussi à convaincre des gens de ne pas prendre leur voiture et d'utiliser ce transport? Oui. Alors, 39 % des gens qui ont utilisé le transport à la demande n'utilisaient pas le transport en commun. Non seulement, bon, une clientèle assez jeune locale, mais aussi des retraités. Ça a été lancé et moi, après, en client mystère, j'ai été utiliser le transport à la demande. C'est votre chance, ça, d'y aller à Catimini. Oui, c'est ça. Il y avait justement 2 dames retraitées qui revenaient à la résidence et elles m'ont dit à quel point ça avait changé leur vie. Wow. Parce que quand elles prenaient la route officielle, vraiment le trajet officiel de l'autobus, ça les amenait plus loin
que la résidence. Alors, la marche était trop longue. Tu sais, le transport à la demande, moi, j'ai aucun mérite. Quand je suis arrivée chez Exo, les équipes l'avaient déjà ficelé. Ils l'ont ficelé en 3 mois. C'est très rapide comme un projet pilote avec des bons partenaires, vraiment autant d'un point de vue de la technologie que de l'opération, pour tester quelque chose vite en mode de pandémie. Donc, je pense que la rapidité et l'agilité qu'on doit avoir pour tester des choses, parce que ça ne sera pas sans faille, là. Je veux dire, je pense que de faire du test-erreur, c'est normal. Mais c'est peut-être la façon la plus rapide d'arriver à des résultats. Il faut le faire. Si on attend d'avoir une solution parfaite, on n'y arrivera pas. Il faut tester des choses puis les améliorer. Ce que j'entends là-dedans, c'est que finalement, les automobilistes, on n'a peut-être pas la tête si dure que ça. On est peut-être assez ouvert à changer nos habitudes. Il faut juste que le service soit là. Il faut que le service soit là. Puis là, ça revient au début avec le financement, mais des idées, on en a. Et je pense qu'il faut les tester. Et quelles seraient donc les autres pistes de solutions? Bien, on travaille sur un beau projet qui s'appelle les pôles de mobilité. Ce qu'on cherche justement, c'est à casser le principe où historiquement, comme les banlieues sont basées sur la voiture et qu'on était obligé d'avoir des stationnements pour que les gens prennent le transport en commun, il n'y en a plus assez de stationnements. Puis c'est pas en rajoutant des stationnements qu'on va y arriver, c'est justement en offrant une multitude de modes qui vont vraiment être capables de desservir une clientèle vers l'utilisation du transport en commun. C'est drôle parce que j'ai l'impression que le rôle que vous avez à faire ressemble à mon rôle avec mes enfants quand je dois les convaincre de lâcher leurs écrans et leurs jeux vidéo. Il faut que j'aie de bons arguments. Et c'est là où on essaie de tourner ça, que les gens vraiment ressentent la chance unique qu'ils ont de créer vraiment ou de remodeler un réseau. Oui, à cause des grands projets de mobilité qu'on accueille, mais aussi parce que les gens ont changé. Puis c'est surtout une occasion de tester beaucoup de choses. Moi, je suis vraiment une utilisatrice de l'outil Chrono. Ça donne vraiment en temps réel toute l'information pour se transporter, mais ça, c'est une application qui est majeure. Je veux dire, vraiment, les usagers l'utilisent, mais il y a d'autres choses avec lesquelles on peut travailler. Par exemple, nous, on a remporté avec une application qui s'appelle GreenPlay un appel à projet de démonstration et de vitrine technologique avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation qui permet, en fait, une démarche sous la forme du jeu où lorsque les gens se transportent à travers un mode actif ou de transport en commun, ramassent des points et ils peuvent les échanger contre des produits locaux vraiment dans leur quartier. Et donc, ça doit être aussi un trajet agréable. Je vais inventer un mot, peut-être qu'il existe déjà, l'agréabilité du transport. Est-ce qu'on pense à ça dans ce nouveau projet-là? Tu m'inspires à créer un indice chez Exo de l'agréabilité. L'indice d'agréabilité. Oui, en fait, il y a plusieurs choses qu'on fait pour vraiment accompagner nos gens. Par exemple, dans l'application Chrono, lorsqu'on prend l'autobus, on est capable de voir vraiment le nombre de places disponibles. Donc, pour des gens, par exemple, aux sorties de la pandémie qui souhaitent prendre un voyage moins bondé, il y a vraiment la capacité et le nombre de personnes à bord du véhicule qu'on est capable de voir. Donc, ça, c'est plus agréable pour des gens qui souhaitent avoir un certain contrôle sur cet aspect-là. Puis, un autre exemple, lorsqu'on prend le train, bien, honnêtement, oui, c'est peut-être, je suis honnête, plus long que de prendre ma voiture. Moi-même, quand je prends le train de Saint-Jérôme pour venir travailler, c'est plus long que prendre ma voiture. Ceci étant, j'ai le temps de travailler, j'ai le temps de lire un livre, j'ai le temps de me détendre. Donc, c'est pas tant parce que c'est du temps productif, c'est du temps pour soi, on en fait ce qu'on souhaite. Et ça, c'est agréable aussi de pouvoir se transporter dans cet esprit-là. Donc, finalement, on vit dans un environnement présentement qui a été conçu et bâti pour l'automobile, mais ça n'empêche pas des équipes présentement à travailler pour faire en sorte qu'on peut-être, éventuellement, on abandonne un peu notre voiture ou on l'utilise un peu moins pour se transporter autrement et dans des transports collectifs. Alors, si un jour je vois passer l'indice agréabilité, je me sentirai un peu concerné. Je vais t'appeler quand on va le faire, Stéphane. C'est bon. J'ai eu la chance de voyager en Europe à quelques reprises et à chaque fois, ça a été fascinant pour moi de voir à quel point le transport en commun là-bas, la mobilité, c'est quelque chose d'intégré. La quantité de trains, de tramways, d'autobus et se déplacer dans ces endroits-là, c'est toujours simple et on peut aller n'importe où, n'importe comment. Et évidemment, avant de faire des projets comme ceux-là ici au Québec, ben, je pense que c'est important d'aller s'inspirer de ce qui se fait ailleurs parce qu'il y a une couple de places dans le monde où ils ont franchement bien réussi leur projet. Traditionnellement, on construisait
là où on pouvait se déplacer. On était limité finalement par les moyens de déplacement de l'époque. Alors, il ne faut pas oublier que les routes, c'est quelque chose d'assez récent. Stéphane Schultz est consultant et fondateur de 15 marches en France, une agence qui accompagne entreprises et organisations dans leur démarche d'innovation et de croissance. Quand vous allez en Europe, vous allez voir les centres anciens. Donc, effectivement, ça donne l'impression que quand vous circulez à Paris, le nom des quartiers, c'est le nom des stations de métro et vice-versa. Mais en réalité, dès que vous sortez, alors les touristes y vont moins souvent, on est dans la même problématique. C'est pas une problématique spécifique américaine. C'est-à-dire le développement de la ville, ce qu'on appelle l'étalement urbain. Alors c'est déjà un jugement, l'étalement, mais en tout cas le développement de la ville à partir de la Deuxième Guerre, à partir des années 50, il s'est fait grâce à l'automobile et dans une logique de vitesse. C'est-à-dire la vitesse a permis de s'éloigner. On dit souvent qu'on a le même crédit vitesse, à peu près le même crédit temps, pardon, on utilise à peu près le même temps depuis un siècle. C'est grosso modo 30 minutes par sens, à peu près 1 heure par jour à se déplacer. Et ce qui a changé, c'est la vitesse. Donc la vitesse, c'est à la fois la vitesse des véhicules, mais c'est aussi la largeur des routes et le confort des routes. Donc on a construit des villes avec un crédit temps qui permet d'habiter, de travailler et de faire ses courses et ses loisirs de plus en plus loin. Et effectivement, on a un problème maintenant qui est que d'une part, ça a coûté de plus en plus cher, et puis on est trop nombreux, on a trop de voitures, et puis paraît-il, on émet trop de polluants, on émet trop de CO2 et de polluants dans l'atmosphère. Donc il faut arriver à réparer la ville. Je crois que c'est vraiment le terme qu'il faut utiliser. Donc le premier challenge, c'était comment est-ce qu'on développait la ville. Maintenant, on est passé dans une autre étape, et si vous n'y êtes pas passé, il faut vous y mettre, de réparer la ville. Je ne sais pas quelle est la perception chez vous des pays scandinaves, mais ici, on a l'impression que qu'ils sont toujours en avance sur tout et un modèle à suivre. Et semble-t-il que c'est vrai aussi en mobilité intégrée. On parle du modèle d'Helsinki en Finlande. Semble-t-il que c'est un modèle à suivre. Est-ce que je me trompe? Donc Helsinki, il faut savoir que c'est une ville qui travaille son attractivité territoriale sur le sujet des technologies, c'est-à-dire c'est une ville qui cherche à se montrer comme étant très innovante, c'est le cas de Montréal aussi, et donc d'attirer des technologies, des fournisseurs de technologies, et des startups, des entreprises technologiques, et donc ils se sont dit, on va être une ville qui va faciliter finalement l'émergence de solutions numériques d'aide au déplacement. Et donc, comme souvent il y a une compétition, il y en a une qui a percé, donc j'imagine c'est celle dont vous voulez parler, qui s'appelle WIM, qui est donc une solution qui est originale à la fois parce qu'elle propose donc ces services de mobilité intégrés. Donc c'est quoi? C'est plusieurs modes de déplacement avec des calculateurs d'itinéraire. Donc ça veut dire qu'on va vous proposer le meilleur mode de déplacement en fonction de la question que vous posez. Et puis plusieurs fonctions qui sont intégrées aussi, c'est-à-dire la possibilité très facilement, en quelques clics, d'être en règle en fait. C'est pas d'accéder à ce mode, c'est d'être en règle, donc de pouvoir consommer cette mobilité. La deuxième originalité donc de ce service d'Helsinki, c'est qu'il n'est pas neutre, c'est-à-dire il ne se contente pas de vous dire voilà les choix, il vous propose des bouquets de services. On fait souvent le parallèle, c'est eux-mêmes qui se présentent comme le Netflix de la mobilité, mais finalement c'est un bouquet de services, c'est un peu comme vos network companies, c'est-à-dire ils vont vous dire je vous propose pour une somme mensuelle d'avoir accès à un certain nombre d'offres de transport, certaines de manière illimitée, d'autres de manière limitée. Et donc, ils ont mis, par exemple, la possibilité d'avoir des Uber ou d'avoir des taxis ou d'avoir des vélos. La réalité, c'est qu'on a surtout conservé la première partie du service, c'est-à-dire cette capacité sur une seule application smartphone de proposer plusieurs offres de transport et certaines combinées, et surtout toutes ces fonctionnalités qui permettent de rendre ça simple et efficace. Semble-t-il que Bruxelles et les Pays-Bas sont aussi des exemples à suivre. Est-ce que c'est le cas ou on est encore dans le marketing comme à Helsinki? Eh bien, pour les Pays-Bas et pour Bruxelles, ils ont décidé de développer un modèle qui est à la fois très centralisé dans les outils et dans cette architecture, c'est-à-dire en gros, si vous voulez si vous êtes une start-up et vous voulez lancer une application masse aux Pays-Bas, vous allez être obligé d'utiliser en fait le format de données, les licences, je vous passe tous les détails techniques qui sont proposés, mais en revanche, on va faciliter énormément la création de ces applications, justement en fournissant une grosse partie du travail avec la simple contrainte qui est qu'il faut les utiliser. Donc, vous voyez, il y a cette volonté de favoriser la concurrence. Et ce qui est intéressant dans ce modèle-là, pour ce qui est des Pays-Bas, c'est qu'ils ont également créé des outils pour les villes pour dire, si vous voulez avoir une application mobile pas chère, mais même plein d'applications mobiles,
vous rentrez dans notre schéma et on vous fournit des outils, par exemple, pour mettre vos données de transport très facilement sans que ça vous coûte cher et des moyens dans le système. Et puis, on vous permet de bénéficier de notre application de paiement, par exemple, de notre application de contrôle. Et ça a contribué finalement au développement de grand nombre de services qui, encore une fois, on appelle ça les barrières à l'entrée en stratégie. C'est-à-dire c'est plus facile de rentrer sur ce marché que vous soyez une start-up privée ou que vous soyez une collectivité. Bruxelles a fait à peu près la même chose, à ma connaissance, en tout cas pour le stationnement, parce que le stationnement aussi, c'est du masse, et donc a créé un certain nombre d'outils, donc ils ont financé, mais qu'ils ont imposé aussi en disant, si vous voulez créer une application de stationnement, vous allez utiliser notre base de données, vous allez utiliser nos outils de paiement, vous allez vous connecter dans ces bases-là, et à ma connaissance, ils ont 11 applications qui sont venus du coup s'implanter plutôt à Bruxelles que dans la ville d'à côté, puisqu'encore une fois, quand vous êtes une start-up, vous avez peu de moyens et vous allez vous mettre là. Cette idée de transport et de mobilité, c'est un enjeu mondial. J'ai l'impression que partout dans le monde, on est à réfléchir à comment on peut mieux transporter les gens, mais c'est pas tous les modèles qu'on peut importer. On pense au modèle de Londres qui, semble-t-il, est très efficace, mais qui est unique à Londres. Londres a effectivement un modèle particulier dans le sens où eux, ils ont une maîtrise assez forte. C'est un peu Bruxelles augmenté, ça, ils ont une maîtrise assez forte. Alors pour deux raisons. D'une part, parce qu'ils ont une taille critique qui fait que quand vous êtes une grosse entreprise technologique, vous allez passer du temps et envoyer des bons ingénieurs pour vous occuper de créer une super application pour Londres. Mais aussi parce que très tôt, ils ont intégré à la fois les transports publics, mais aussi la voiture particulière, le stationnement, le fameux péage urbain et une partie de l'urbanisme. Donc ça, c'est vraiment la clé, c'est-à-dire, encore une fois, du côté des fournisseurs de services, de la production de la ville et de la production des services urbains, ils ont intégré énormément de fonctions, ce que n'arrivent pas à faire beaucoup de villes. Il faut aller regarder ce qu'il y a en dessous. Et ils ont fait la job avant, c'est-à-dire ils ont unifié les fonctions de façon à pouvoir avoir une politique cohérente. Et quand vous avez une politique qui est cohérente sur tout le territoire et sur tous les modes de transport, vous pouvez avoir des bonnes applications mobiles. Ça ne marche pas dans le sens. On est tous soucieux de l'environnement, on veut tous faire notre part pour améliorer le sort de la planète et on sait que changer notre façon de se déplacer, ça contribue à ça. Mais jusqu'à quel point changer nos transports va être efficace pour l'environnement? Et jusqu'où il faut aller pour que ça ait un réel impact sur l'environnement? Mais le transport public, il est déjà absolument exemplaire. Le problème, c'est que ça ne se sait pas, parce qu'on a beaucoup de mal à faire des règles de 3. Je sais pas, les gens ont un problème avec les mathématiques, et donc ils n'arrivent pas à comprendre qu'un bus avec 80 personnes, c'est déjà, même s'il a une grosse nuage noir derrière lui, c'est déjà beaucoup plus vertueux que le nombre de voitures correspondant, et encore plus si vous intégrez toute la chaîne de production de la voiture, de recyclage ou pas recyclage. Oui, le transport public, il faut qu'il soit vertueux, mais il l'est déjà. Et je pense qu'il ne le dit pas suffisamment. Il ne sait pas suffisamment expliquer. Il explique avec des termes qui sont souvent un peu abscons. Et donc, il faut que naturellement, le recours au transport public soit une évidence, que personne ne puisse le contester. Il faut que le recours à la voiture soit le moins possible, seulement quand c'est indispensable, parce que par nature, voilà, c'est comme si tout le monde habitait dans une grande maison avec un terrain gigantesque, on verrait bien qu'il y a un problème et qu'on ne peut pas loger tout le monde. Finalement, le rapport à l'échelle d'une rue, c'est la même chose. C'est naturel d'être sur un trottoir où on peut où on occupe même pas 1 mètre carré. C'est naturel de prendre le bus si on veut aller plus vite, ou le métro a fortiori. Ça n'est pas du tout naturel d'occuper 25 mètres carrés pour être assis sur un fauteuil avec une voiture qui fait 2 tonnes. Ça n'a rien de naturel. Et tout le monde peut le comprendre. Je pense que tout le monde le comprend. Ce n'est pas une question politique ou religieuse et tout. Il y a des sujets beaucoup plus compliqués que ça. Tout le monde peut le comprendre. Donc, le transport public, oui, il doit peut-être émettre 0 GES, mais en réalité, quand on compare et qu'on met des chiffres, c'est-à-dire quitte à commencer à utiliser la science, dans le bon sens, la science, elle dit que le transport public, il est favorable à la baisse des émissions de GES, même s'il ne fait rien, même s'il garde ses vieux moteurs, etc. Donc le vrai sujet, c'est comment vous les remplissez, vos bus, et chaque personne supplémentaire qui va dans le bus, si vous faites la règle de 3, ça fait baisser les émissions de GES. Bon, je ne sais pas s'il y a un accident ou que c'est congestionné. Sommes-nous surpris? Finalement, ce que je comprends de ce principe-là d'une mobilité intégrée, ce que ça veut dire, c'est que ça intègre toutes les façons de se transporter. Ça va devenir une espèce de chaîne de modes de transport qui va cohabiter ensemble et qui va nous mener du point A au point B.
Puis là, mobilité intégrée, c'est un terme qu'on entend là, aux nouvelles, dans les journaux, mais c'est pas un buzzword, c'est vraiment un projet de société. J'irais même jusqu'à dire que c'est un projet planétaire. Dans le prochain épisode, on va découvrir comment les technologies peuvent améliorer l'expérience des usagers pour rendre les nouvelles solutions de transport encore plus attrayantes. Et tout ça en s'assurant qu'elles soient accessibles pour tout le monde.